13h sur Radio Sénégal, le journal à la présentation. Adja Fatou Sarr, Ibrahima Sadi, bonjour. Les titres, c'est avec vous. Bonjour Adja Fatou, bonjour à tous. À la une de l'actualité, inauguration d'une dorsale électrique moyenne tension, lancement des travaux de réhabilitation de la nationale 2 Ourossogui-Ndioum et Ourossogui-Kanel-Bakel au programme des activités du chef de l'État pour le dernier jour de sa tournée économique dans le nord du pays. Les maladies rénales, une épidémie silencieuse au Sénégal, près de 650 000 en souffrent. Ce 9 mars est célébrée la journée mondiale du rein. De 2008 à 2015, les partenaires techniques et financiers du Sénégal ont décaissé 543 milliards de francs CFA, chiffre révélé ce matin lors de la revue annuelle de l'ACAP. C'est l'arrangement cadre relatif aux appuis budgétaires. Et puis sur le continent au Mali, l'impasse qui perdure à Tombouctou où des groupes armés continuent à s'opposer à l'installation des autorités intérimaires. Voilà, ce sera l'objet de la première tranche. Dans la deuxième, nous aurons les sports avec Tandakha Ndiaye qui nous parle de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Le Sénégal joue la demi-finale à 16h en Zambie. L'invité de la rédaction est le coordinateur du PNAR, le programme national d'autosuffisance. Henri Ouali Diouf répond aux questions de François-Xavier Thiaou, la revue avec Aaron Diouf, le développement dans un instant. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Et voilà, suite et fin de la tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays. Et puis le président Macky Sall qui doit inaugurer la dorsale moyenne tension de Tchinchang Obé-Béré. Procède également au lancement des travaux de réhabilitation de la nationale 2 Ourossogui-Ndioum et Ourossogui-Kanel-Bakel. Nous avons en direct dans cette édition notre envoyé spécial Thierno Diallo. Bonjour. Oui, bonjour Ibrahima Sadi. Encore une journée marathon pour le président de la République Macky Sall, attendu sous un soleil de plomb à Ndendori pour une présentation de condoléances suite au décès de Baïdi Kane, ancien consul général à Pointe-Noire, puis cap sur Windou Bossayabe, où le président doit visiter le projet de construction du pont de cette localité. Autre étape, Ganguel Souley, où les habitants poussent un ouf de soulagement avec la réalisation du pont. La dorsale, vous l'avez dit, la dorsale moyenne tension du Tchang au Déboré sera donc inaugurée et les habitants de cette zone sortent ainsi des ténèbres. Pour tout le long donc de cette axe, on ne peut plus difficile à Sinthiou Garba, Sénopalel, Ourosidi, Sinthiou Bamambé. Les populations bravent le chaud soleil pour accueillir le président de la République. De part et d'autre donc de la route qui sera sous peu réhabilitée, une végétation hostile faite de soumpe et d'autres arbres désertiques. Le clou de cette journée, c'est le lancement donc cet après-midi, un lancement très attendu par ailleurs, des travaux de réhabilitation de la route Ndioum-Ourossogui-Bakel, une réhabilitation qui va soulager bien des maux. Après Matam, où le président boucle sa tournée économique donc cet après-midi, Macky Sall doit inaugurer demain à Kaolack la grande mosquée de Léona Niassène et assister à la prière du vendredi. En attendant, c'était donc Thierno Diallo, Alpha Seydi, Madike Fall Kader Diao sur la route de Ndendori dans la région de Matam. Merci à vous. Merci également à vous Thierno Diallo et à toute l'équipe de la RTS. Ibrahima Sadi, Thierno Diallo nous parlait tout à l'heure des travaux de réhabilitation de la route Ndioum-Bakel par le président Macky Sall, salué par les populations. En effet, Adja Fatou, cette réhabilitation va sonner le glas du calvaire des populations de cette zone. Ce tronçon de 337 km très dégradé cause beaucoup de désagréments aux usagers. Ces derniers saluent donc l'initiative du chef de l'État et racontent leur calvaire dans ce reportage signé Alpha Seydi. À la gare routière de Ourossogui, les voyageurs débarquent et prennent des véhicules pour différentes destinations. Cet homme, arrivé très tôt le matin, n'est pas sûr de voyager. Aucun véhicule en partance pour Richard Toll où il doit se rendre. Selon lui, le mauvais état de la route y est pour quelque chose. Actuellement, c'est par Richard Toll, il n'y a pas de camion. Il faut les horaires qui s'en vont à partir de 5h du matin. À la station ici, tu n'as pas présenté à 5h du matin, tu ne vas pas. De partir d'aujourd'hui, ça n'a pas sûr. De Ourossogui à Bakel, les voyageurs vivent aussi le même calvaire. Une route de près de 180 km ponctuée de nids de poules obligeant les véhicules à rouler sur des pistes. Ce coxeur témoigne. La route, c'est pas bon. Jusqu'à Kitre même.
Quand tu prends Ourossogui jusqu'à Kidira, il fallait que tu fasses 2 heures de temps ou 3 heures de temps. Là, maintenant, tu fais 6 heures de temps pour arriver. Quand tu allais à gauche, tu as un problème. Si tu allais à droite, tu as un problème. Donc, on ne peut pas avoir un véhicule qui peut rester en bon état. Chez les transporteurs, le manque à gagner est énorme. Elhadji Abdelaziz Bass, transporteur. On a difficilement nos versements et on vit durement cette situation. Pourtant, on a contracté des prêts à la banque pour acheter des véhicules, mais on a du mal à honorer nos engagements. Le lancement des travaux de la route Ndioum-Bakel est un soulagement pour les usagers de cette taxe. Si le président est aidé et le route est bien fait, on va dire encore au président merci. On fait vite, on travaille vite, parce que quand la route est bonne, il y a millions de camions qui empruntent la route. Il y a millions de gens qui prennent la route. Tous les gens qui vendent un peu là, qui vendent dans la route là, ils vont vendre. Tout le monde va gagner son pain. Construite au début des années 70, la route Ndioum-Bakel, ou ce qui en reste, traverse de grandes communes et de gros villages du Fouta. Elle est donc économiquement rentable. Alpha Seydi, Matam, Radio Sénégal. 13h06, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. Le programme dénommé ACAB a été passé en revue par le Sénégal et ses partenaires économiques. Oui, la revue annuelle de l'arrangement cadre relatif aux appuis budgétaires qui révèle que les partenaires techniques et financiers ont décaissé 543 milliards de francs CFA de 2008 à 2015. L'ACAB a été mise en place pour accompagner les politiques économiques du Sénégal. Les phases 1 et 2 étant concluantes, il est attendu prochainement la signature de l'ACAB 3 qui verra l'entrée du Japon dans le programme. Explication Khadifal Koulibaly. La revue de l'ACAB en 2 temps, bilans et leçons à tirer. Apporter des réponses à certaines préoccupations des partenaires techniques et financiers qui soutiennent le gouvernement du Sénégal dans la réalisation des réformes nécessaires à l'atteinte des objectifs de croissance économique inclusive. Le chef de file des partenaires techniques et financiers signataire de l'arrangement cadre relatif aux appuis budgétaires, le représentant résident de la BAD Alain Ebowo. Nous saluons à cet égard la RUTI qui crée et organise le fonctionnement du comité conjoint de suivi. Ce comité marque la volonté du gouvernement pour la mise en œuvre et le suivi des réformes. En dépit de la non-tenue de la réunion annuelle en 2016, le dialogue avec la partie gouvernementale a néanmoins permis de réaliser la mise à jour des mesures de l'ACAB de 2014 et 2015. L'ACAB 1 et 2 totalisent 543 milliards 469 millions de francs CFA. Le ministre délégué chargé du budget, Birima Mangara. Ces aides budgétaires ont constitué un moyen efficace de relèvement des taux d'absorption de l'aide extérieure. Je me réjouis aujourd'hui de constater les succès enregistrés avec la mise en œuvre de l'ACAB 2 qui se traduisent par l'atteinte des premiers résultats du plan Sénégal émergent, notamment dans la réalisation de plusieurs réformes sectorielles d'envergure. La phase 3 de l'ACAB doit être signée dans les prochains jours et le gouvernement demande au PTF de l'ACAB de se réunir autour d'un même système de décaissement. Birima Mangara. L'ACAB 3 devrait être une occasion à saisir pour relever les défis d'harmonisation et de rationalisation des mesures. Du côté de la partie gouvernementale, nous nous engageons à faire en sorte qu'il y ait une meilleure appropriation des enjeux de l'ACAB par les ministères sectoriels concernés qui devront s'impliquer également dans le suivi des mesures arrêtées de manière... Le Japon va rejoindre les pays signataires de l'ACAB pour accompagner le Sénégal dans la couverture maladie universelle. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Célébration ce jeudi 9 mars de la Journée mondiale du rein. Le rein, un organe essentiel à la santé, mais trop souvent mis à mal par une alimentation trop grasse et trop riche en sucre et en sel. Quelles peuvent être les causes de la maladie? Comment l'éviter? Les conseils pratiques du professeur Boucar Diouf, chef du service néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec, au téléphone de Khali Amadou Narfal. La principale cause de maladie rénale chronique au Sénégal, c'est l'hypertension artérielle. La deuxième, ce sont des maladies qu'on appelle dans tout barbare les néphropathies glomérulaires, donc qui donnent des œdèmes et puis de l'hypertension artérielle. Et puis il y a le diabète. En plus, il y a le vieillissement avec l'âge. Quelle est justement la fonction des reins chez la personne humaine? D'abord, ils assurent le nettoyage du corps. Donc, il nettoie d'abord les déchets endocrines parce que l'organisme, c'est une usine. Donc, tous les déchets sont nettoyés par le rein. Alors, quel conseil
aux auditeurs? La prévention primaire déjà, pratiquer du sport, contrôler votre taux de sucre dans le sang, surveiller votre tension artérielle, éviter le surpoids et l'obésité. D'ailleurs, le thème de la journée mondiale de cette année, c'est sur l'obésité et l'erreur. Il faut boire suffisamment, l'organisme va être vraiment correctement hydraté, réduire votre consommation en sel, éviter de fumer, ne pas prendre des médicaments, que ce soit des médicaments de la pharmacopée traditionnelle ou des médicaments de la pharmacopée occidentale, sans la prescription d'un médecin. Contrôlez vos reins et puis si vous êtes un sujet à risque. C'était le professeur Boucar Diouf, chef du service néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. À Touba, 600 malades du rein sont recensés, mais seulement une trentaine sont sous dialyse. Et 205 sur la liste d'attente. À Diafouat, il faut dire que dans la cité du mouridisme, l'insuffisance rénale fait des dégâts dans la ville. En cause, l'obésité, le recours à la médecine traditionnelle et l'usage des médicaments de la rue. Un véritable fléau dans la localité. Abdoulaye Ban. Une vie ruinée par une mauvaise hygiène alimentaire et une confiance aveugle en la médecine traditionnelle. J'avais l'habitude de m'approvisionner en médicaments dans la rue. J'avais une mauvaise alimentation, j'abusais même de la nourriture. Et je suis persuadé que c'est à cause de cela que je vis aujourd'hui avec la maladie. J'étais un chauffeur de camion, donc voyez-vous. Moustapha fait partie de la trentaine d'insuffisants rénaux sous dialyse à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Moustapha a la chance d'échapper à la liste d'attente, laquelle donne la chair de poule au néphrologue Mohamed Dahaba. On est à 600 malades qui sont porteurs de maladies rénales, mais qui ne sont pas encore arrivés au stade de dialyse. Parmi les 600 malades qui viennent en consultation, les 205 sont au stade de dialyse. Effrayant selon Dr Dahaba. À Touba, l'insuffisance rénale fait des dégâts. 15% des malades qui viennent en consultation sont en phase critique. À l'origine, 3 principales causes: l'obésité, le recours à la médecine traditionnelle et la consommation de médicaments de la rue. 3 principales causes que Mawa, mouvement And Wattu Askan Wi, tente de combattre depuis 2 ans. Mandela Thiam est son président. Essayez d'ouvrir les yeux de la population sur la maladie en faisant le tour de tous les quartiers de la ville. Et vous leur tenez quel discours? L'éviter en ne mangeant pas trop gras, l'éviter en ne consommant pas trop de sel, l'éviter à tout faire pour éviter et le diabète et l'hypertension artérielle, l'éviter en bougeant, en mangeant et en bougeant. Contre ces médicaments de la rue. Touba réclame un centre de dialyse à sa dimension. L'existant ne peut faire face à la demande. 250 malades encore sur la liste d'attente espèrent être pris en charge correctement. Abdoulaye Ban, Mbaké, Radio Sénégal. Et justement, pour réussir une bonne transplantation rénale, il y a bien des conditions à remplir. Un bon plateau technique et surtout un personnel qualifié, disponible et accessible. Et jusqu'ici, l'hôpital Aristide Le Dantec est la seule structure qui remplit ces critères. L'assurance est donnée par le chirurgien urologue professeur Babacar Diaw. Il est au micro de Maria Mamane. Pour réussir une bonne transplantation, il faut avoir d'abord sur place, dans la structure où se fait la transplantation, le personnel nécessaire, l'équipement nécessaire et avoir ce qu'on appelle une équipe de transplantation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas avoir dans l'équipe des néphrologues. Il faut des urologues, pas 2 urologues. Parce qu'ici, au Sénégal, on va vers la transplantation donneur vivant. Il faut 2 chirurgiens pour prélever un rein et il faut au moins 2 chirurgiens pour greffer. Ce n'est pas celui qui prélève qui va greffer. Donc, il faut au minimum 4 urologues dans le service si on veut faire du sérieux. Il faut un service d'immunologie, il faut un service de bactériologie, virologie, il faut un service de radiologie fonctionnelle et il faut un service de chirurgie viscérale. Il faut en fait un service d'anatomie pathologique et il faut que dans tous ces services-là, que des gens disponibles soient désignés. Quelqu'un qui fait partie d'une équipe de transplantation n'est pas un médecin qui ferme son téléphone la nuit. Il doit être joignable 24 heures sur 24, il doit être disponible. Et ça, actuellement, qu'un seul hôpital qui remplit ces critères-là, c'est le Dantec. Dantec s'est équipé dans le cadre de la transplantation. Dantec a rénové un pavillon où un malade transplanté peut être hospitalisé en toute sécurité. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international.
L'actualité internationale au nord du Mali, la situation reste pratiquement la même. L'impasse perdure à Tombouctou. Tombouctou, et c'est toujours le statu quo entre les groupes armés contestataires qui s'opposent à l'installation des autorités intérimaires et le gouvernement. Lundi, on le rappelle, l'investiture a été annulée après que des tirs ont éclaté dans la ville. Et demain vendredi, 2 manifestations sont prévues, manifestations auxquelles devrait participer une partie de la société civile qui a pris parti pour le congrès pour la justice de l'Azawad qui s'oppose à l'installation des autorités intérimaires. En Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo jugé pour crime contre l'humanité aux assises d'Abidjan a été de nouveau reporté au 14 mars. De report en suspension au terme d'une trentaine de minutes d'audience, hier, le procès de l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire a été de nouveau ajourné. En cause, la non-communication de plusieurs pièces et procès-verbaux avec 3 avocats commis d'office de Simone Gbagbo qui refusent toujours de comparaître aux assises d'Abidjan. Toujours en Côte d'Ivoire, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté hier à Bouaké, la 2e ville du pays. Ces étudiants ont marché pour protester contre le meurtre d'un de leurs camarades. L'étudiant a été braqué par 2 hommes qui l'ont dépouillé de ses portables et poignardé à mort en plein jour. Les étudiants de l'université ont donc décidé de protester contre l'insécurité qui règne dans cette ville de Côte d'Ivoire. Au Soudan, le président El-Béchir accorde sa grâce à 259 rebelles, dont 66 condamnés à mort. Ces rebelles de la branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan avaient été capturés lors des combats avec les forces gouvernementales. La décision de les gracier vise à créer un climat pour parachever le processus de paix dans le pays, a expliqué le bureau du président Omar El-Béchir. Les États-Unis déploient une batterie d'artillerie en Syrie. Cette batterie avec des canons de 150 mm va appuyer l'offensive de la coalition sur Raqqa, la capitale autoproclamée du groupe État islamique en Syrie. Par ailleurs, selon un responsable du ministère américain de la Défense, Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de Daesh, aurait quitté Mossoul, la 2e ville irakienne où le groupe djihadiste a subi hier un double échec avec la perte d'une prison et 2 nouveaux quartiers dans la partie ouest de cette ville. C'est la fin de la première partie de ce journal. Un rappel des titres. Le chef de l'État donc qui poursuit sa tournée économique dans le nord du pays. Aujourd'hui, il doit procéder à l'inauguration d'une dorsale électrique moyenne tension et procéder au lancement des travaux de réhabilitation de la nationale 2 Ourossogui-Ndioum et Ourossogui-Kanel-Bakel. Le président Macky Sall est attendu demain à Kaolack pour l'inauguration de la mosquée de Léona Niassène. Et puis les maladies rénales, une épidémie silencieuse au Sénégal. Près de 650 000 en souffrent. Ce 9 mars est célébré la journée mondiale du rein. De 2008 à 2015, les partenaires techniques et financiers du Sénégal ont décaissé 543 milliards de francs CFA. Des chiffres révélés ce matin lors de la revue annuelle de l'arrangement cadre relatif aux appuis budgétaires. Et puis sur le continent au Mali, l'impasse qui perdure à Tombouctou où des groupes armés continuent à s'opposer à l'installation des autorités intérimaires. Merci Ibrahima Sadi avec vous. C'était l'actualité nationale et internationale. Je rappelle que dans la 2e tranche, nous aurons la revue de presse avec Arona Diouf, l'invité de la rédaction et le coordinateur du PNAR, le programme national d'autosuffisance en riz. Wali Diouf répond aux questions de François Xavier Tchaou. Tout de suite, les sports. Radio Sénégal, les sports. La page des sports est présentée en direct par Tandakha Ndiaye. Bonjour. Bonjour. En ouverture du football, les Lionceaux du Sénégal jouent à 16h en Zambie la demi-finale de la CAN 2017. Oui, et tout à fait. Et les férus du ballon rond du Sénégal, les regards en tout cas seront tournés du côté de Lola lorsqu'il sera 16h temps universel. Qui du Sénégal ou de la Guinée rejoindra la Zambie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors. En tout cas, du côté des Lionceaux, l'engagement et la combativité seront encore de rigueur. Je vous propose d'écouter Joseph Koto, c'est l'entraîneur des Lionceaux du Sénégal, joint par Benoît Badian. Nous avons joué les autres matchs, c'est fini. Maintenant, c'est la Guinée qui est en face. Nous préparons sérieusement la Guinée et puis la différence se fera sur le terrain. Donc, nous, en tant qu'entraîneurs, on accompagne les joueurs, mais c'est les joueurs qui sont déterminants dans le terrain. Nous souhaitons que nos joueurs soient dans d'excellentes conditions de match. Notre stratégie de jeu nous appartient à nous. La stratégie de jeu des Guinéens appartient aux Guinéens. Et dans le terrain, on donnera nos stratégies. Mandjou, c'est un ami à moi, il n'y a pas de souci. Le match se jouera vraiment dans un esprit sportif, dans un esprit d'Africain. On est tous des frères. On va jouer le match sur le terrain. Maintenant, nous sommes à la fin de la compétition ici à Ndola. Donc le reste de la compétition doit se jouer à Lusaka.
Je pense que nous, tout ce qu'on souhaite, c'est laisser une bonne image à Ndola pour aller à Lusaka, maintenant terminer le job. Je pense que quand on est venu ici, on a fait une bonne préparation et on est venu avec un bon mental. Et c'est ce qui nous suit jusqu'à présent. Match après match, nous le jouons. Donc nous sommes sur la Guinée. Inch'Allah, ça va se faire sur le terrain. Et puis après, on ira à Lusaka, tous ensemble. Voilà, Joseph Koto, l'entraîneur des Lionceaux du Sénégal. Je rappelle que la Zambie, pays hôte, est déjà qualifiée pour cette finale. Du football en Europe, les huitièmes de finale de la Ligue Europa, pas mal de chocs ce soir. Oui, et ce sont des matchs allés, à commencer par le derby germanique, le Borussia Mönchengladbach face à l'équipe de Schalke 04. Lyon fera face à l'AS Rome, Manchester United qui rend visite aux Russes de Rostov, ou encore Krasnodar qui va jouer contre les Espagnols de Celta Vigo. Justement, on ne va pas quitter les Espagnols. Cette fois, on va parler de la Ligue des Champions. La grosse humiliation du Paris Saint-Germain hier et donc le grand renversement du situation au Camp Nou. Et c'est donc un bel exploit des Catalans avec le rouleau compresseur. Le Paris Saint-Germain battu par l'équipe de Lionel Messi. 6-1. Et puis l'autre équipe, il s'agit bien sûr de Borussia Dortmund. Cette équipe s'est qualifiée en renversant la tendance en mettant 4 buts dans les buts de l'équipe de Porto. Basketball, le Sénégal prépare l'afro-basket masculin du 18 au 30 août 2017. Oui, et ça passera absolument par le tournoi de la zone 2 entre Sénégalais, Maliens et Guinéens. Et donc 2 tickets qualificatifs pour les gagner. Khan Dalmeda qui revient en sélection nationale, c'est le meneur des Jeux des Lions du basket, absent lors du tournoi pré-olympique. Et puis des cadres de l'équipe comme le capitaine Malay Ndoye, Antoine Mendy ou encore Abdou Badji sont également convoqués. Et d'autres expatriés, mais aussi des joueurs évoluant au championnat local, à noter l'absence du pivot de Minnesota. Il s'agit bien sûr de Gorgui Sidien. La première étape du tournoi qualificatif est prévue à Bamako du 17 au 19 mars et puis la seconde du 24 au 26 mars à Dakar. Alors je rappelle que le regroupement commence officiellement demain à Dakar. À présent de l'athlétisme à Kaolack. Oui, et nous sommes dans le domaine des verdicts sans appel. Les athlètes de Kaolack déjà en piste pour préparer les prochains championnats nationaux d'athlétisme. Ils étaient en lice lors de la journée interligue de Kaolack, une initiative de la Ligue régionale supervisée par la Fédération sénégalaise et dans le cadre de la détection des jeunes talents. Le reportage est signé Elhadji Kane. La Ligue régionale d'athlétisme de Kaolack a initié une journée de détection de jeunes talents afin de mesurer le baromètre des performances, mais aussi de recadrer les acquis techniques. Ndarte Gaye, le tout nouveau président de la Ligue régionale d'athlétisme de Kaolack. Il y a les compétitions et les championnats nationaux, ça prépare donc nos athlètes à ça. Et puis le brassage encore entre ligues, c'est vraiment très important. Même pour le saut en hauteur, personnellement j'ai contacté même l'usine qui fabrique les matelas pour passer une commande de mousse. Quand j'ai donné les dimensions, ils m'ont demandé combien de matelas pareil vous voulez, un seul matelas, mais ce qu'ils m'ont répondu, il est un peu difficile de faire une commande comme ça. En quantité de... Pour les javelots aussi, ça manque, parce que nos lanceurs n'ont pas de bons javelots. Le poids, peut-être, on se débrouille. Les athlètes venant de Kaffrine et de Fatick ont préparé à ces joutes sportives supervisées par les fédéraux qui saluent l'initiative de la Ligue régionale d'athlétisme de Kaolack. Une occasion pour le directeur administratif de la Fédération sénégalaise d'athlétisme de traduire son sentiment de satisfaction, mais aussi sur les résultats techniques obtenus. Jean Gomis. Saluer l'initiative de la Ligue de Kaolack, une bonne organisation. Je constate que du bon travail est en train de se faire dans ces régions, notamment au niveau des jeunes. Et je pense que, disons, le passage obligé de notre athlétisme dans le futur, c'est ça, les jeunes. Bien entendu, la fédération devra venir à point, notamment dans l'octroi de matériel. Bon, à ce niveau, je pense que les nouvelles sont bonnes, puisque nous avons signé avec le ministère des Sports un contrat d'objectifs, dont les bases principales sont le matériel, les compétitions. Donc, disons, ce que nous avons vu ici est réconfortant. Un vibrant hommage a été rendu au président sortant de la Ligue régionale d'athlétisme de Kaolack, Elhadji Ngoye Faye, qui a tout donné à cette discipline sportive depuis plus de 25 ans. RTS Kaolack, Elhadji Kane. Voilà, Elhadji Kane, merci beaucoup. Alors, Adja Fatou Sarr, la piste, elle est là, elle est ouverte pour vous, et donc vous allez courir. Merci beaucoup, Tandakha. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction.
Notre invité est le coordinateur du PNAR, le programme national d'autosuffisance en riz. Waly Diouf reste optimiste quant à l'atteinte de l'objectif d'1 600 000 francs de riz d'ici 600 000 tonnes plutôt de riz d'ici fin 2017. Pour le moment, la production nationale de riz est de 950 000 tonnes, soit un gap de 600 000 tonnes à combler. Waly Diouf répond aux questions de François-Xavier Thiaw. Waly Diouf, bonjour. Oui, bonjour M. Thiaw. L'autosuffisance en riz, c'est pour quand? Nous travaillons nuit et jour avec toute notre énergie pour faire en sorte que le Sénégal puisse arriver à l'autosuffisance le plus rapidement possible. C'est la question simple que je pourrais vous donner. Ça m'aventurer sur des jours et des mois. Ce qui est clair, c'est que notre objectif pour qu'à la fin de cette année 2017, que le Sénégal puisse produire au moins 1 600 000 tonnes n'est pas encore remise en cause. Nous sommes confiants par rapport à l'atteinte de cet objectif-là. Au moment où nous parlons, la production s'élève à combien? Selon les statistiques officielles qui ont été sorties par la direction de l'analyse des prévisions et des statistiques agricoles, la DAPSA, en 2016, nous sommes à peu près 950 779 comme chiffre provisoire. Ces chiffres seront affinés et plus tard, les chiffres définitifs seront sortis. Il y a quelques années, le Sénégal ne produisait pas beaucoup de riz, mais aujourd'hui, apparemment, la production est assez satisfaisante. Comment on a fait pour en arriver là? Vous avez raison. Il y a eu fondamentalement tout un changement dans la dynamique, un changement de paradigme qui a été opéré au niveau de la filière et qui a fait effectivement qu'on a pu connaître des bons assez essentiels. D'abord au niveau de la riziculture irriguée, des appuis extrêmement consistants ont été apportés pour la mécanisation, augmenter la mécanisation, augmenter les sensibilisations. Parce que vous savez, en augmentant la mécanisation, on permet à des producteurs de pouvoir faire plus de superficie, mais aussi en termes d'aménagement hydroagricole, en termes d'appui à des groupes motopompes et en termes d'appui à de l'engrais et d'autres formes d'appui. Dans la riziculture pluviale, un appui extrêmement important a été apporté dans les semences. Et là, c'est extrêmement important, cet appui fondamental apporté dans les semences, dans la mesure où, on a apporté beaucoup plus de semences, 5, 6, parfois 7 fois plus que ce qu'on apportait d'habitude. Deuxièmement, toute la semence apportée était constituée de ce qu'on appelle de la semence certifiée, ce qui n'était pas le cas antérieurement. Troisièmement, on a responsabilisé les organisations rizicoles parce que la distribution des semences pendant ces 2 dernières années passe maintenant par ces organisations rizicoles, ce qui a permis tout simplement de supprimer toutes les formes de détournement qu'on opérait dans ces semences-là. Et en cumulant un peu l'ensemble de ces mesures, nous sommes arrivés à multiplier par 3 le niveau de production de paddy au niveau de la riziculture pluviale. À cela, il faut ajouter l'augmentation de la mécanisation, l'augmentation des aménagements agricoles pour maîtriser l'eau et l'augmentation aussi de l'encadrement. Je rappelle juste, pour cette année 2016 par exemple, le PNAR, avec l'appui de la coopération italienne et de la FAO, a pu recruter plus de 150 jeunes qui ont été mis en place dans les systèmes pluviales juste pour encadrer les riziculteurs à mieux maîtriser ce qu'on appelle l'itinéraire intégré. Et ça, c'est extrêmement important. Combien a été mobilisé justement pour qu'on arrive à ces résultats-là? L'État a mobilisé beaucoup de ressources sous diverses formes. Quand nous parlons de l'appui aux intrants, c'est de l'argent, c'est beaucoup de milliards. Quand nous parlons d'acquisition d'équipements agricoles, c'est beaucoup de milliards. Quand nous parlons d'aménagement hydroagricole, c'est beaucoup de milliards. Quand nous parlons d'encadrement, c'est beaucoup de milliards. Même l'installation des rizeries qui sont faites par des privés, souvent c'est exonéré. Et en ce moment, c'est l'État qui renonce à de l'argent quand il exonère de taxes. Donc, véritablement, l'appui de l'État et là, l'ensemble des acteurs aujourd'hui, vous pouvez les interroger, l'ensemble des acteurs de la filière reconnaissent que l'État a fait ce qu'il avait à faire dans ces filières-là. Le riz sénégalais a encore des problèmes. Certains ne sont pas très habitués à consommer ce riz. Il y a souvent des problèmes de mévente dans la vallée. Est-ce que vous travaillez dans ce sens-là également? Vous avez raison. Ça, véritablement, c'est aujourd'hui un problème assez important que nous constatons jusqu'à présent. Monsieur le Président de la République, en présidence, en conseil présidentiel, avait pris une mesure extrêmement forte en disant qu'il faut faire en sorte que ceux qui importent du riz d'abord achètent le riz produit localement avant de pouvoir importer. Cette mesure a été confirmée par monsieur le Premier ministre et qui a demandé au ministre du Commerce de travailler d'ailleurs pour que même la commercialisation du paddy puisse être intégrée dans ce processus-là. Je pense que nous sommes dans cette dynamique-là. Ce n'est pas parce qu'on importe du riz qu'il n'y a pas de riz. Non, le riz est là et bien là. Maintenant, d'autres vont nous dire, oui, mais le riz qui est produit au Sénégal, l'essentiel c'est du riz entier, alors que les Sénégalais préfèrent le riz brisé. Là aussi je dis, au Sénégal on a tendance à inverser l'échelle des valeurs. Dans le monde entier, c'est le riz entier qui est un riz de qualité. Le riz brisé, souvent c'est un sous-produit. Maintenant, que les Sénégalais préfèrent un sous-produit à la place de la qualité, ça c'est autre chose. Mais le riz de qualité est là et bien là au Sénégal. Il faut, je pense, travailler
pour que les Sénégalais sachent que c'est en mangeant du riz entier qu'ils mangent du riz de qualité et non en mangeant du riz brisé. Voilà, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du PNAR, le Programme national d'autosuffisance en riz. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Arona Diouf. Khalifa Sall placé sous mandat de dépôt. La presse épilogue sur l'avenir de l'opposition. Simple coïncidence ou plan de liquidation politique savamment orchestré, s'interroge Direct Info. En tout cas, les opposants les plus farouches ou supposés l'être, constate mon confrère, ont tous des démêlés avec la justice. Décryptant ces événements, Walf Quotidien estime en tout cas que la stratégie de Macky Sall consiste à écarter systématiquement tous ceux, selon Charles Gaïké Diène, qui sont susceptibles de le battre lors des prochains scrutins pour se retrouver avec un score à la soviétique. Enquête Quotidien plus taquin parle d'un Macky Sall qui invente le délit d'opposition. En clair, explique Babacar Wilane, de 2012 à aujourd'hui, ils sont des dizaines d'opposants, relève mon confrère. Des dizaines d'opposants à avoir été emprisonnés, conséquence appartenir à l'opposition, ironise mon confrère, semble en délit, évoquant lui aussi l'après l'analyse de la Tribune, de rappeler que c'est une redondance que de dire que c'est une personnalité institutionnelle et politique de taille qui est gardée à Rebeuss. Seulement, cette personnalité peut être de l'avis de Birima une patate chaude aux mains du pouvoir. Seulement, tout dépendra, note le journal des médias, tout dépendra de sa capacité et celui de ses partisans à exploiter opportunément cette situation, comme l'ont fait rappel la Tribune d'autres bêtes politique. Seulement, Réal Politique oblige dans sa stratégie de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Macky Sall exploite, décrypte le quotidien à son profit tout acte répréhensible posé par ses opposants. C'est une arène politique, rappelle Babacar Gaye Diop du journal, et dans ce jeu de ruse entre le pouvoir et l'opposition, toute erreur peut s'avérer fatale. Du coup, dans cette bataille aux allures de mortal combat, Macky Sall au pouvoir a donc une plus grande marge de manœuvre et exploite toute largesse, selon le journal, offerte par l'opposition. Une stratégie politicienne mais logique, reconnaît mon confrère, pour un homme politique. Et justement, le président de la République qui poursuit sa tournée économique dans le nord du pays, ce que le biétiste de Vox Populi appelle un doxantu 200 à l'heure. Macky Sall se balade, mais quoi de plus normal, reconnaît Al-Kham du journal, pour un président de la République que d'aller tâter l'état réel de son pays, voir dans quelles conditions les politiques publiques qu'il inspire influent sur le quotidien de ses compatriotes. Je veux mettre fin au corvée d'eau. J'ai cité le chef de l'État. Macky Sall, rapporte l'Observateur quotidien, qui était hier au village de Sari Liou à Matam, où le président de la République poursuit sa tournée économique avec à la clé une série d'inaugurations d'ouvrages réalisés, renseigne l'Observateur et le Soleil. Sous son magistère, le programme d'urgence de développement communautaire PUDC à Matam, justement, renseigne le quotidien national. Ce sont ces 14 systèmes d'alimentation en eau réalisés et puis ces 102 villages à électrifier pour sortir 65 000 personnes des ténèbres. Merci à Arona Diouf pour la revue de presse qui met un terme à ce 13h. Merci à l'équipe technique, Marie-Claire Sen, Aïda Diop, Sedem Labas Soumari, réalisation Arona Diouf, Mouma Kadhafi, présentation Ibrahim Assadi, Adja Fatoussar. Merci de l'écoute. Nos programmes se poursuivent sur nos différentes antennes. Excellent après-midi à toutes et à tous.